Bonjour Latino, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Merci, de nous recevoir chez vous. Pour commencer un petit peu cet entretien, je vais démarrer d'abord, sur, tout le travail de Latino avec l'impression 3D. Latino, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour, latino, donc j'ai 49 ans, je suis, chargé de veille, scientifique et technologique dans un institut technologique spécialisé dans la forêt, et le bois et j'habite dans la région parisienne. Alors pour, démarrer cet entretien, comment tu peux est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient ta passion pour la 3D, l'impression 3D? J'ai toujours été, passionné, j'ai toujours aimé et j'ai toujours été attiré par les nouvelles technologies, tout ce qui était, informatique, électronique et donc entre ça et mon métier, de chargé de veille et au sein de mon entreprise autour des années, 2015-2016, on m'a demandé de commencer à m'intéresser à une nouvelle technologie qui commençait à apparaître, qui était l'impression 3D. Donc pendant plusieurs, mois, j'ai travaillé là-dessus, à rassembler des informations, à faire un petit peu ce qu'on appelle un état de l'art de cette technologie. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'impression 3D, à partir de 2015-2016, d'un point de vue professionnel. On a commencé à acquérir quelques imprimantes 3D selon différentes technologies et à commencer à les tester, pas dans mon service, mais au sein de mon établissement. Et voilà, donc j'ai commencé à un petit peu à connaître cette technologie à partir de, ouais, quand elle a commencé à devenir grand public, dans les années, 2015-2016 et puis après, de fil en aiguille, à partir de 2017, je me suis équipé de ma propre imprimante, une imprimante chinoise que j'ai fait venir de Chine pour des questions de prix et voilà, j'ai commencé à fabriquer, des petits objets du quotidien, parfois gadgets, mais parfois utiles. Donc voilà, c'est de cette façon-là que je suis venu à l'impression 3D. Alors comment tu as été amené à découvrir, Enable France? Comme je le disais, voilà, au début, quand on a une imprimante, c'est encore valable maintenant, je pense, pour le grand public, on fait un petit peu des choses faciles, on fait des gadgets, des jouets quand on a des enfants. Parfois, on arrive à faire des choses quand même, plus utiles, plus techniques, on a quelque chose qui a cassé, on veut le réparer, on ne veut pas racheter, donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, on se dit: «Bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de plus utile à faire avec cet outil?» où vraiment je trouvais que la technologie était vraiment, sympa, quoi. On a chez soi un outil qui permet de fabriquer des choses et puis en cherchant un peu sur le net, sur les réseaux, j'ai plus exactement le canal exact, bah, je suis tombé sur une association qui aidait des personnes qui souffraient d'agénésie en leur fabriquant, en leur mettant à disposition, des appareillages bras main et c'était Enable France. Donc ça, c'était en 2018. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir, à franchir le cap et devenir maker? Le fait de faire des choses utiles avec quelque chose qu'on avait chez soi et de rendre service à des personnes qui, avaient ou semblaient ressentir le besoin d'avoir ce type d'outil. Donc le fait de faire des choses utiles et de se rendre utile, voilà, c'est ce qui m'a attiré vers cette assos qui permettait pour finalement quelques dizaines d'euros, de fournir une aide à quelqu'un qui en avait besoin. Je trouvais que le concept était top, ouais, et toujours top. Oui. Et est-ce que tu te souviens du premier appareillage que tu as réalisé? Oui, oui, je m'en souviens évidemment. Donc je me suis inscrit à Enable en 2018. Il y a toute une étape de validation. D'abord, on imprime des mains de test et ainsi de suite pour que, heu, l'association soit capable de dire: «Oui» et valide et entre guillemets mettre le tampon. Voilà, cette personne-là, elle est maker, elle est entre guillemets «certifiée maker» et puis après, entre guillemets, on a une carte, sur lesquelles on voit les demandeurs d'aide, de bras ou de mains et on essaye entre guillemets de faire en sorte que les makers les plus proches de ces personnes-là, puissent répondre aux demandes. Et c'est ce qui s'est passé, hem, mi-2018, fin 2018. Bon, fin 2018, il y a eu une demande qui était dans la région parisienne, qui était la demande, de Barbara ici à mes côtés, qui avait besoin qu'on lui fasse un bras et donc voilà, donc j'ai répondu en fin 2018 à cette demande et puis après tout s'est suivi tout un process de rencontre, qui a mené à la fabrication d'un bras. Tu intronises, Barbara. Donc Barbara, est-ce que tu peux, aussi te présenter en quelques mots et nous expliquer un petit peu aussi ton histoire, qui t'a fait rencontrer, Latino? Oui, donc bonjour, donc je suis Barbara, je vais avoir 48 ans cette année et j'ai rencontré Latino,
parce que j'ai été opérée, de mon épaule droite. Donc je suis née, agénésique, et pendant 40 ans, je n'ai pas voulu de prothèse. Je me considérais pas handicapée. Donc je faisais tout du bras droit, absolument tout, et plus c'était lourd, mieux c'était. Donc j'ai eu des défis de métier, le dernier était photographe, donc des appareils bien lourds qui sollicitent bien l'épaule droite. Donc est arrivé ce qui devait arriver à force de l'utiliser, de compenser, je l'ai abîmé. Et c'est au bout de la deuxième opération que j'ai compris qu'il fallait que je préserve cette épaule parce que c'était la seule, et surtout que je l'aide, et l'aider, ça voulait dire accepter une prothèse. Donc il a fallu tout un cheminement aussi, psychologique, parce que c'est pas évident au bout de 40 ans de se dire: «Bah tiens, à partir de demain, je vais avoir une prothèse». Donc la démarche était aussi, bah, d'une 1 part, me protéger mentalement en me disant: «Je veux pas me retrouver du jour au lendemain avec une prothèse qui va coûter très, très cher», ce qui est le cas des prothèses, médicales. Et je m'étais dit: «Si je passe par une association, ça va être moins cher, et si ça ne me convient pas, j'aurai moins de scrupules à avoir, dépensé autant d'argent pour quelque chose qui ne me servirait peut-être pas». Et donc j'ai fait la démarche, qu'expliquait Latino, c'est-à-dire de m'inscrire sur, le site d'Inable pour demander une main. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, on entendait pas mal parler d'Inable aux infos. Puis sur internet, c'est un des premiers noms qui est ressorti quand on faisait des recherches de prothèses, en fait, non médicales. Et j'ai rencontré Latino, on a pris des mesures, on a regardé quels étaient les vrais besoins. Et cette prothèse a été un vrai tremplin pour moi, parce que j'ai pu faire des choses que jusque-là je ne savais pas faire. Par exemple, tenir quelque chose à 2 mains. Le geste tout simple pour vous tous finalement, et donc ça s'est transformé en nouveau défi. Pouvoir tenir un couvercle d'une casserole, tenir une casserole à 2 mains, ce genre de petites choses en fait. Et oui, voilà ma rencontre avec Latino. Il m'a offert ma première main, donc je peux vous garantir que l'émotion, elle était au max. Et alors, est-ce que c'est tout à fait à ton initiative, ce franchissement, ce passage à l'acte? Oui et non. Oui, parce que c'est moi qui ai fait la démarche toute seule. Non, parce qu'en fait, pendant toute ma vie, on m'a dit: «Barbara, il faut faire attention, tu es en train d'utiliser ton épaule droite un peu trop souvent et tu vas l'abîmer», et j'écoutais pas en fait, parce que moi je fonçais tête baissée, je peux le faire et je le faisais. Et donc j'ai pas vu de danger, jusqu'aux premières douleurs en 2016. J'ai été opérée une première fois en 2016. 6 mois après, tout allait bien, donc j'ai refoncé tête baissée, tout va bien, j'ai été opérée, je peux y aller. Et à cette époque-là, mon père est décédé, et avant qu'il s'en aille, il m'avait toujours dit: «Il faut que tu fasses attention à toi». Je commençais à avoir les premières douleurs, et c'est au bout de la deuxième opération en 2018, où j'ai repensé à mon père en me disant: Finalement, il avait raison. Si je fais pas attention, je vais me retrouver dépendante de quelqu'un, en fait». Et ça a été un petit déclic, et c'est là où j'ai commencé à chercher et à trouver Inable. C'est aussi, né aussi d'une frustration de plus pouvoir jouer de d'un instrument qui t'était cher aussi? Oui, puis c'était la frustration de plus pouvoir faire plein de choses finalement parce que j'avais trop mal, et j'avais pas l'autre côté pour pouvoir, compenser de l'autre côté. Et oui, cette frustration, elle était très difficile à vivre, et elle était aussi, mentale, parce que je me disais: «Mais en fait, je sers plus à rien, j'ai 41 ans et je sers plus à rien», donc c'était très, très difficile. C'était une période, assez compliquée. Et ouais, donc recevoir une main, c'était des nouveaux défis, comme une petite fille, en fait, qui retrouve un jouet. Et du coup, j'ai recommencé, plus je pouvais tenir de choses qui étaient improbables avant, plus je le faisais, en fait. Et donc j'ai fini par aligner quelques prothèses quand même. Ah oui, oui, il y a eu plusieurs essais avec, différents modèles. C'est mon mari qui m'a offert un violoncelle pendant le confinement. C'était un vieux, vieux rêve de jouer du violoncelle, mais il y a 25 ans, quand j'ai voulu commencer à en faire, on m'a dit: «Mais Barbara, tu qu'une main, va chanter». Et quand j'ai eu cette prothèse, plus je faisais de choses, plus on me regardait, on me disait: «Mais c'est génial ta main». Et
Et j'avais dit à mon mari au détour d'une conversation que s'il ne savait pas quoi m'offrir un jour, ça me ferait plaisir d'avoir un violoncelle en lui racontant, ma vieille frustration d'il y a 25 ans quand on m'a dit d'aller chanter. Et il m'a offert un violoncelle pour mon anniversaire en me disant: «Tu as 2 mains maintenant». Et donc j'accrochais, littéralement l'archet, parce qu'il faut un archet pour jouer. Je l'accrochais littéralement, à la prothèse avec des crochets que j'avais fabriqués en aluminium, petits fils d'aluminium. Et c'était génial et c'est pour ça que j'ai cassé plusieurs prothèses parce qu'en fait, le fil d'aluminium limait un petit peu la matière et ben, en serrant, bah, j'en ai craqué, je crois 2. Et est-ce que tu as gardé ces appareillages, juste pour le souvenir ou? Alors je les ai gardés en souvenir. Il y en a une que j'ai un peu démantelée parce que, je me suis servie d'un des doigts pour ma prothèse pour l'archet. Donc j'ai une nouvelle prothèse en fibre de carbone qui a un petit bout qui a un petit bout d'impression 3D de ma toute première prothèse. Donc pour moi, c'était aussi symbolique de garder un bout de ma première prothèse Et comme ça, tu penses à Latino à chaque fois que tu joues, de ton violoncelle. et je les garde aussi parce qu'avec une amie, on a créé une association pour montrer que la musique était possible malgré un handicap et du coup, je présente tout ce chemin et donc le chemin des prothèses aussi donc et je la garde précieusement pour la montrer aux enfants et c'est aussi pour faire passer un message que, bah, aujourd'hui avec toutes ces technologies, il y a tellement de possibilités, que ce soit la musique, le sport ou les gestes du quotidien. Ah, tu m'as envoyé ton petit CV et en fait, tu as de multiples talents. C'est tu faisais de la photo, tu as même une photo qui a été publiée dans un magazine très, très, très célèbre. Est-ce que tu peux nous parler aussi justement du handicap et de la photo, en fait? Alors la photo, ça fait partie de mon parcours, scolaire, enfin d'étudiante, parce qu'à un moment donné, je me posais plein de questions sur ce que je pouvais faire et finalement, je suis toujours tombée sur le milieu artistique. Donc j'avais fait une année de CAP photo que j'ai laissé dormir pendant un paquet d'années et c'est, bah, en fait, c'est grâce à une opportunité que j'ai repris l'appareil photo. Puis, vu qu'à ce moment-là, j'étais sans emploi, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être l'occasion de me lancer et de voir ce que ça peut donner». Donc j'avais mon studio photo pendant 5 ans et j'étais plus spécialisée dans les portraits, les photos de famille. Donc j'avais pas mal d'enfants qui venaient au studio et bah, quand les douleurs ont commencé à arriver, c'était très, très compliqué, parce que, bah, les enfants, ça bouge. Donc quand on se dit, bah: «Prends un trépied», oui d'accord, mais le temps que je cale mon trépied, l'enfant, bah, il a changé de pose. Donc c'était les premières difficultés, du moins professionnellement. J'ai continué à me faire plaisir, à faire de la photo artistique. Heu, Quand j'ai eu le violoncelle et ma prothèse, ça m'est venu naturellement de photographier les 2 ensemble et c'était quelque part déjà une envie de montrer que la musique était possible malgré le handicap. C'était pas du tout à but d'avoir des visuels ou pour la com, pour, la future asso. C'était parce que j'avais envie de le faire et c'est les dernières photos que j'ai pu prendre malheureusement. Parce que malgré la prothèse, c'est mon épaule droite qui est usée et tenir un appareil photo avec la prothèse, je n'ose pas trop parce que, bah, j'ai peur de le casser. Puis on sait tous que c'est des petites bêtes, qui sont pas données. Et je crois que j'en ai fait le deuil, en fait et c'est pour ça que je suis retournée à la musique aussi. Quand j'ai compris que je pouvais plus faire le métier de photographe, ça a été bah, une vraie cassure, en fait il a fallu l'accepter avec tout le chemin du deuil, hein, la colère, la tristesse, et aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de la photo, ça me prendrait du temps et je préfère le consacrer aujourd'hui à la musique et à notre association. Alors, j'y retournerai, justement à l'association pour que tu nous expliques un petit peu ce que vous faites, ce que vous proposez. Alors moi, j'ai posé certainement une question bête, mais quand on est atteint d'agénésie, est-ce qu'on sait si on est gaucher ou droitier ou, automatiquement, c'est le membre valide qui est le bras le plus adroit? Ou comment ça se passe, Il prédomine, le bras qui est existant prédomine forcément, mais de ce que j'ai pu constater et de ce que me dit mon prothésiste, nous sommes très nombreux à être hyper manuels, en fait et on a une dextérité avec, notre moignon qui peut paraître improbable, mais pourtant
enfin, on arrive à tout faire avec un bout de moignon. Et on en parlait justement dans la voiture en arrivant. Les personnes qui n'ont pas de bras du tout développent une capacité avec leurs pieds, par exemple. Et en fait, je sais pas si peut-être que j'aurais été gauchère, je ne sais pas. En tout cas, je faisais toujours énormément de choses avec, mon moignon, mais naturellement, je pense instinctivement. Par exemple, mon instrument, je le portais toujours du bras gauche parce qu'il m'équilibrait, en fait, quand je marchais. Et mais c'était involontaire, hein, c'était pas du tout pour me dire, «Je vais le montrer», c'était vraiment parce que je sentais que ça équilibrait mon dos. Ouais, ouais. Alors je te pose cette question-là parce que moi je suis moi-même gaucher et en quelque sorte c'est presque un handicap aussi, dans un monde de droitiers. Donc Ah, avec mes ciseaux et et c'est ça, hein, mais on se pose pas la question et on s'adapte et j'imagine que c'est un petit peu le même processus, en fait, et tu l'as très bien dit aussi, c'est que tu as mis énormément de temps à accepter de t'équiper d'un appareillage et pour toi, tu étais pas handicapé, en fait, si je je ne voulais pas l'être, en fait. ouais, c'est ça. Je voulais pas l'être et pour moi, il y avait des handicaps beaucoup plus lourds et forcément pas comparables et aujourd'hui, j'ai cette pleine conscience que si être agénésique est un handicap et si je devais faire passer un message, aux personnes qui sont atteintes de l'agénésie, ce serait vraiment: «N'attendez pas de vous faire équiper, n'attendez pas que ce soit trop tard, en tout cas». Et à combien de temps ça a pris, en fait, au à partir du moment que tu as eu ton premier appareillage et le passage à la prothèse, la prothèse comme celle que tu utilises aujourd'hui? Ah, c'était pas si long que ça, en fait, c'est quand j'ai commencé à casser plusieurs fois, la prothèse en impression 3D et je l'avoue, je suis quelqu'un de très impatiente. Voilà, c'est une de mes non-qualités. Ah, ça peut être aussi ça peut être en est une aussi, hein, une qualité de pas être patiente. Et effectivement, à force de la casser, je m'étais dit: «Bon, là, il faut que je passe à quelque chose de Le plus robuste, de résistant, plus ouais. robuste, en tout cas». Et bah, par exemple, j'ai accepté la prothèse myoélectrique à partir de 2021, octobre 2021. On a fait la rééducation nécessaire pour pouvoir l'accueillir, puisque ce qu'il faut savoir, c'est comme elle est dotée de moteurs dans chaque doigt, elle est très lourde. Donc il a fallu du renforcement musculaire pour, ne pas casser l'épaule gauche et j'ai passé 6 semaines en centre de rééducation avec des ergothérapeutes pour pouvoir, accueillir au mieux cette nouvelle prothèse. Donc oui, à peine 2 ans après. Oui, parce la remise, c'était en 2019. Ouais, En en avril avril, ouais. 2019, ouais. Et alors je vois que tu as il y a des bijoux sur la prothèse, hein? C'est une des premières choses que j'ai achetées quand j'ai eu la prothèse. Ah ouais, ça vient très rapidement, en fait, Bah, en fait, il y a toujours eu cette frustration de ne pouvoir mettre des bijoux qu'à une seule main et quand j'ai eu la prothèse que Latino m'a offerte, c'est une des premières choses que je suis allée acheter, c'est une bague. et elle était de quelle couleur cette prothèse? Elle était noire. Elle était noire comme, celle que tu as aujourd'hui? C'est ça. Et c'est un choix ça, la couleur? C'était un choix parce que, pour moi, c'était une phase d'acceptation de mon handicap et quelque part de le montrer, de plus le cacher. J'aurais pu choisir couleur chair, mais je me suis dit: «Tant qu'à faire, d'avoir quelque chose d'un peu robotique», parce que même la prothèse en impression 3D, elle fait très robot. Oui, elle se veut pas d'ailleurs, ressembler, parfaitement à une main, à des doigts, à des membres, quoi, puisque c'est un mécanisme hyper simple, hyper simplifié dans son fonctionnement. Donc oui, elle se veut pas ressemblante à une main. Donc effectivement, avoir voilà, Barbara la montre un peu, avoir quelque chose de ce type-là, couleur chair, c'est évidemment possible, mais ça a pas vraiment de sens ou d'intérêt, voilà. Moi, je voulais vraiment du coup, je me suis dit: «Bah, puisque je suis dans cette phase d'acceptation, on y va à fond» et c'était quelque part sympa parce que ça me permettait aussi de sortir entre guillemets «au grand jour», telle que j'étais avec, bah, ce petit bout en plus et c'était formidable parce que finalement tous ces complexes que j'ai pu garder en moi toutes ces années, ils ont disparu comme quand on porte un beau bijou justement et c'était génial parce que dans la rue, on m'abordait, enfin, surtout les enfants avec le: «Waouh!» et ouais, c'était et ça reste une très belle expérience. Alors toi, ton appareillage et ta prothèse, tu la fixes, au niveau du coude à peu près, c'est ça? Je la fixe au niveau de oui, du après le coude, en fait.
Donc mon coude est ici, environ et en fait, il y a un manchon en silicone qui permet de bien épouser, le bras pour éviter qu'elle glisse. Parce que les gens atteints d'agénésie, le besoin peut être différent. Donc là, j'en ai aussi des appareillages, donc ça peut être au niveau du poignet, Ouais. ça peut être Ça peut être à partir de au l'épaule, niveau de l'épaule, ouais. Oui, il y a différents types effectivement. Bah, en fait, sur la partie bras, il y en a 3. Il y a la partie enfin, globalement, il y a la main, l'avant-bras et le bras. oui. Alors peut-être, pour faire un petit récap un peu, que les gens comprennent pourquoi en fait tu es passé de l'appareillage, fabriqué par les makers et aujourd'hui assez rapidement tu es passé avec des prothèses beaucoup plus élaborées, beaucoup plus résistantes. Peut-être l'un des avantages d'Inable, c'est que pour les enfants, qui naissent d'agénésie, en fait, ils peuvent être appareillés très rapidement et vu qu'ils grandissent, très rapidement aussi au fil de leur croissance et de leur enfance, ils vont pouvoir avoir plusieurs appareillages sans que ça coûte quoi que ce soit aux parents ou, aux bénéficiaires. Oui, puis c'est plus rapide aussi, faut être honnête. C'est moins lourd, enfin la prothèse en impression 3D, elle est pas lourde. C'est-à-dire que l'enfant, il peut la garder, toute la journée. Par exemple, moi, celle-ci, je la porte pas forcément toute la journée parce qu'elle est lourde et oui, on peut en changer rapidement. S'il y a une pièce qui est cassée, ça se change quand même Ouais. relativement facilement. Oui, oui, c'est tous les avantages du matériau qui est du plastique et du fait que ça soit un fonctionnement relativement simple avec des pièces simples, donc facile à remplacer et puis comme c'est de l'impression 3D, on peut faire ça en rapidement, Et l'autre avantage aussi est qu'avec l'impression 3D, on peut vraiment façonner des petites choses. Et avant de passer sur du concret d'onéreux, on peut effectivement faire des tests en se disant: est-ce que c'est la bonne technique finalement qui convient? Si oui, tant mieux, on peut passer à quelque chose de robuste. Si c'est pas le cas, on peut recommencer, ça aura pas coûté, trop, trop cher. Et puis arrivé à l'âge adulte, on peut se dire: «Bon, bah, je passe à l'étape, supérieure» et ça d'ailleurs tu peux, peut-être c'est aussi un des gros avantages avant de que je passe à ma question suivante. Un des gros avantages aussi pour les enfants, c'est que tu peux le customiser à à tes envies, à tes passions, quoi. C'est: «Je veux une main Barbie, je veux une main Pokémon», je peux avoir ça, oui, quoi. oui, totalement. Là, effectivement, dans le cadre moi, j'ai eu, je pense que je regardais hier un petit peu parce que pour faire un petit peu un bilan pour cette interview. Je pense que j'en suis à peu près à 9 rencontres. Voilà, j'ai rencontré, ça fait je suis né enfin, je suis parti de l'association depuis 2018. J'ai eu l'occasion de rencontrer 9 personnes, à la fois des adultes, à la fois des enfants et c'est vrai que les adultes recherchent, quand c'est quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus simple. Donc de la customisation, comme Barbara en a parlé, elle a voulu une prothèse noire, elle a expliqué pourquoi. Donc c'est vrai que c'est souvent ce cas-là, une prothèse monocouleur, pas de fioritures, ce genre de choses. Parce que voilà, on est adulte, on n'a plus vraiment les mêmes envies que quand on est enfant. Mais c'est vrai que quand c'est des enfants, là on peut personnaliser, ils ont des demandes différentes Ouais, et effectivement on peut personnaliser. c'est un peu comme un tatouage, en fait, hein, quand il est Ouais, là customisé, ouais. Mmh. la dernière que j'ai faite pour un petit garçon qui avait 5 ans, lui, c'était, Tortue Ninja. Donc, je lui ai fait un bras, vraiment le même type de bras, mais c'était de l'autre côté cette fois-ci, c'était pour la partie droite et je fais un bras et je vais personnaliser aux couleurs et aux motifs avec l'incrustation de certains motifs Tortue Ninja. Donc voilà, oui, 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 bien sûr, c'est pour les enfants, il y a ce petit côté un peu fun en plus, à rajouter qui permet pour lui-même d'être, ça lui fasse plaisir et puis même vis-à-vis des autres, voilà, parfois c'est même un objet qu'on montre et dont qu'on est Ouais, fier de oui, montrer, si on est fier et même en tant qu'adulte, on est fier ensuite de pouvoir le montrer et je trouve que pour un enfant de pouvoir le personnaliser justement, ça va être plus facile pour lui de le montrer aux copains après. Parce qu'il y a toute l'étape psychologique quand même qui fait partie de tout ça, c'est l'acceptation et un enfant qui va arriver à l'école avec son bras tortue ninja, les copains ils vont dire: «Waouh, il est trop beau ton bras» et pour lui, ça va être beaucoup plus facile de s'intégrer dans sa classe et de pas trop ressentir sa différence finalement. Est-ce que Barbara, aujourd'hui, ton bras gauche, c'est vu le handicap aussi que tu as à l'épaule, est-ce que c'est du coup, c'est presque ton bras le plus fort en fait, des 2? Oui, je dirais ça. Ouais. Heu, Donc ton je handicap est dirais devenu un avantage? oui.
Alors, je pense que ça l'a été de toute façon parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je le sais, même si je voulais pas l'accepter avant, qui a été moteur. Parce que quand j'étais petite, on me disait: Tu pourras pas faire ça». «Ah ouais? Bah, je vais vous montrer que si». Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis abîmée parce que on me disait que je pourrais pas faire ci ou ça, donc je m'étais bouchée double pour montrer que c'était possible finalement. Mais je pense qu'il a toujours été un petit peu moteur, mais par exemple, il y a 2 mois de ça, j'ai tellement utilisé mon bras gauche que j'ai commencé à ressentir des douleurs à l'épaule Également à gauche. l'épaule gauche, ouais, mince. Alors pour venir à l'appareillage et à la prothèse, quelles sont les aides que tu as pu, bénéficier pour passer justement aux prothèses, de quelle matière elles sont d'ailleurs ces prothèses, aujourd'hui? Alors, bah, celle que m'a faite Latino, elle est entièrement gratuite pour les bénéficiaires. Heu, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Celle, qui a été faite, par, mon prothésiste est en fibre de carbone. La fibre de Donc, carbone, OK. voilà, fibre de carbone, il y a du silicone pour, bah, pour épouser le corps. La main en elle-même que je porte, alors il y a différentes mains, hein. Il y a des mains esthétiques qui sont c'est une forme de plastique, je ne saurais même pas le dire en fait, qui sont toutes recouvertes d'un gant un peu en silicone pour faire grip, pour éviter que ça glisse, pour protéger aussi. Moi, ma main, elle est en titane, et elle est motorisée. Donc en fait, il y a 4 programmes dans la main, préenregistrés, et ces programmes, je les commande grâce à des capteurs sur mes muscles de l'avant-bras. D'où le besoin de rééducation aussi. Fallait apprendre à contrôler des muscles sur l'avant-bras, gauche et droit. Ça, c'est pas évident, hein. Ouais, j'imagine, j'imagine. On disait: «Il faut fermer, ouvrir». Alors au début, c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, c'est la 5e année que j'ai cette main. Aujourd'hui, c'est naturel. J'ouvre et je ferme la main. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de journée, quand même, des fois, c'est compliqué. Quand on est fatigué, comme tout le monde, et bien, des fois, je n'arrive pas à commander le programme que je veux. Mais je pense que c'est une question de nerfs, Ouais, de tu te retrouves à ouvrir les mauvais doigts. c'est ça. Où il m'arrive des fois que la main passe les programmes, quand je marche, Ça veut dire qu'en fin de journée, il faut pas trop te serrer la main. vaut mieux éviter, ouais. Et alors du coup, comment c'est financé? Celle-ci, m'a été financée intégralement, parce que mon épaule droite est cassée. Donc ça a été pris en charge par la sécurité sociale pour protéger mon épaule droite. D'accord. Pour une personne qui n'a pas les problèmes comme moi à l'épaule droite, il me semble que c'est une partie, je veux pas dire de bêtises, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le «il me semble», que c'est une partie sécu. Et alors, soit la MDPH, soit la GFIP. Mais en tout cas, c'est des demandes à faire auprès du professionnel. Mais pour ma part, c'est la sécurité sociale pour protéger mon épaule, cassée. Très bien, merci Barbara. Alors je reviendrai peut-être je vais revenir en fin d'interview sur ton association. Je vais revenir sur le rôle de maker de Latino. Comment, Latino, tu décrirais ton rôle de maker chez Ignébol? Mon rôle de maker, bah, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est vraiment, de faire des choses utiles et de rendre service aux personnes, quoi. Donc, quand je vois moi, donc j'ai eu cette chance parce qu'on est quand même nombreux, hein, sur toute la France en termes de makers. Je crois qu'on n'est pas loin de 500, peut-être 400, 500, enfin de cet ordre-là. Mais il y a pas, et d'un certain côté, j'ai envie de dire heureusement, mais il n'y a pas, plusieurs dizaines, voire des centaines de demandes par an. Donc moi, j'ai eu la chance, parce que je suis dans la région parisienne et que forcément il y a un vivier de population qui est plus important. J'ai eu, cette possibilité de faire, plusieurs prothèses pour différentes personnes, des enfants, des adultes. Donc voilà, le côté, être utile, faire quelque chose d'utile et rendre service aux personnes, donc voilà, c'est ce qui me plaît en étant maker à Enable, quoi. C'est ce qui voilà, à chaque fois, c'est un petit j'avais pas un petit défi, mais un petit challenge parce qu'il faut refaire à chaque fois, à la bonne taille, le la problématique est pas toujours exactement la même, les demandes ou les besoins non plus, donc il y a toujours un petit peu un côté challengeant et voilà, le côté, servir, être utile, voilà, c'est ce qui me plaît en étant un maker chez Enable. Quelle était ta plus grande difficulté, en tant que maker pour Ignébol et comment tu as fait pour la surmonter? Je pense que
en termes de difficultés, hem, techniques, heu, il y en a pas beaucoup, je pense quand même. Il y a parfois, notamment dans le cas des adultes, des pièces alors dans le cas des adultes et dans le cas des bras, il y a des pièces qu'on doit fabriquer qui peuvent être parfois un peu grandes, qui ne rentrent pas, qui peuvent pas être, imprimées, dans les enfin sur des imprimantes qui sont les imprimantes, grand public, qu'on a. C'est d'imprimantes qui ont des plus grands plateaux, enfin on va avoir des imprimantes qui ont besoin de plus grands plateaux, donc qui sont un peu plus chères. Donc voilà, donc parfois on peut rencontrer cette difficulté-là, mais voilà, on a un réseau de makers, comme je l'expliquais tout à l'heure, de plusieurs centaines sur toute la France, et quand, par exemple, ça a été le cas pour moi, voilà, un petit message à Enable, on arrive à trouver un autre maker dans le coin, et voilà, donc on imprime la pièce, on la récupère, donc les problèmes techniques comme ça, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Après, Est-ce que c'était le cas justement pour l'appareillage de Barbara? oui, oui, oui. Moi, mon imprimante, par exemple, elle n'était pas capable d'imprimer la partie, du bras, la partie la plus longue, celle-ci, celle qui est sur la partie, pas bras, l'avant-bras. Elle déplaçait de mon plateau, et donc du coup, voilà, j'ai fait appel à l'association et à un maker qui a permis de l'imprimer, et moi, après, je récupère la pièce, et après je fais tout le montage. Donc voilà, il y avait ce type de cas, et puis parfois, il y a, des pièces qui, on l'a dit, c'est du plastique, qui parfois, on les imprime, on peut les modifier, et parfois elles cassent. Donc parfois, il y a un petit défi à essayer de, ce qui était le cas par exemple avec un support pour vélo. C'est-à-dire que c'est des supports qu'on monte sur ça s'appelle le rebike, qu'on monte sur les guidons de vélo, pour permettre du coup, alors souvent pour des enfants, mais voilà, qui permet souvent à l'enfant de pouvoir venir positionner son avant-bras raccourci sur ce support-là, et finalement de pouvoir, de se servir également de cet avant-bras comme de sa main valide pour pouvoir guider son vélo et mouvoir le guidon, et voilà, et du coup, il y a des efforts qui peuvent être un peu forts sur ces supports-là, et par exemple, le support avait cassé, et voilà, donc il a fallu un petit peu que je me challenge, il a fallu que je trouve des matières toujours plastiques, mais qui sont renforcées avec des fibres de carbone pour imprimer des choses un peu plus solides, modifier peut-être un peu la conception pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, et pour finalement, avoir à peu près le même type de pièce, mais renforcée et beaucoup plus solide et moins sujette à la casse. Donc voilà, c'est des petits sujets challengeants comme ça, plutôt techniques, mais qu'on arrive à résoudre. D'un moyen ou d'un autre, on arrive à résoudre. Et là, tu parlais aussi de l'entraide, entre makers. Le fait d'être toi à Paris, est-ce que tu as aussi la possibilité de rencontrer des makers parisiens? Parce que j'imagine que tu es pas le seul sur Paris. Ouais, 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 ouais. J'ai eu l'occasion au tout début, quand j'ai commencé en 2018 à rentrer dans l'association Enable, de travailler en collaboration avec, quelqu'un, un maker qui vivait à, je sais plus, une dizaine, une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc on s'est rencontrés sur Paris, on s'est rencontrés, chez moi, pour un cas particulier, et puis là, encore plus récemment, actuellement, je travaille avec, quelqu'un qui s'appelle Frédéric, qui est aussi de la région parisienne, sur, sur le cas d'une petite fille qui est atteinte d'agénésie, une double agénésie des deux côtés, et pour lequel donc elle est un tout petit peu jeune, parce elle doit avoir à peine 3 ans. Donc on ne peut pas encore vraiment l'équiper avec, ce type de bras ou de mains, parce que, parce que on n'arrive pas encore à imprimer des modèles aussi petits, et de 2 aussi pour des questions, d'évolution. À cet âge-là, ça évolue très vite, et 3e cas, 3e explication aussi, il faut une certaine force quand même. Enfin, c'est limité, mais il faut quand même, le fonctionnement, c'est qu'il faut avoir une articulation valide avec, un système de fil de pêche, et que l'articulation, en la pliant, va tirer sur des fils de pêche et fermer les doigts ou fermer les différentes articulations. Donc tout ça mis bout à bout, on peut pas vraiment encore faire à cet âge-là, on peut pas encore vraiment faire des appaillages de ce type-là. Mais, avec Frédéric, on travaille plutôt sur et ça rejoint un petit peu la partie 360 Enable 360, plutôt des aides qu'on essaye de fixer à ses avant-bras, sur ses avant-bras, qui vont permettre de, par exemple, tenir des couverts, ou tenir peut-être, un stylo, un feutre, voilà, pour pouvoir dessiner. Du coup, voilà, là, par exemple, je collabore avec un autre maker sur ce cas-là. Mmh. Alors cette petite fille, bon, j'imagine que, vu le jeune âge, en tout cas, elle va être, aidée, par les makers et Enable, très, très rapidement et Oui, bah, d'un côté, il y a le côté, la voie plus classique avec,
un accompagnement médical ou apparenté, c'est-à-dire elle va avoir une consulte, un ergothérapeute et ainsi de suite. Donc il y a tout ce côté un plus médical. Mais effectivement, après, de notre côté, il y a éventuellement ce suivi qu'on va continuer à faire. On n'a pas terminé encore de traiter, entre guillemets, ce cas de figure, mais par la suite, oui, évidemment, C'est on un sera cas un de figure qui est plaisir beaucoup plus de venir. rare, le fait d'avoir les 2 membres, Ben, je j'ai pas une vision vraiment d'ensemble, aussi globale que ça, mais moi, en tout cas, c'était pour le moment, la première fois que je rencontrais une personne souffrant d'une double agénésie. Mais voilà. et quel a été le moment le plus émouvant pour toi, sur ton parcours de maker? Pense que, je pense que évidemment, c'est la première fois, quoi. Donc le moment le plus émouvant, je pense que ça a été parce que c'est un mélange à la fois de enfin, l'appréhension quand même, l'appréhension, le stress, mais voilà et c'était la première fois, la première remise, donc du coup, ça s'est passé avec Barbara. Donc voilà, c'est je pense le côté le plus qui apporte le plus d'émotion. C'est cette première fois où, les autres fois, il y a toujours de l'émotion. Les cas sont toujours différents et particuliers, mais voilà, la première fois, le premier bras, on ne sait pas comment ça va se passer. Tout en fait, tout le premier cas, quoi, finalement, parce qu'il y a toujours une rencontre. Avant, il y a toujours une rencontre. La rencontre, bah, voilà, c'est comme toute rencontre, c'est une question de feeling, d'émotion, ça va bien se passer, ça va pas bien se passer. On prend des mesures, c'est pas toujours évident, on est des personnes qu'on se connaît pas, quoi. Donc les mesures, c'est juste un mètre au ruban, on mesure, mais enfin quand même. Donc il y a une petite appréhension quand même au début, appréhension après à la remise. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout va fonctionner donc mécaniquement? Mais est-ce que même la personne va le ressentir? Enfin, est-ce que ça va faire plaisir à la personne? Donc la première rencontre, je pense qu'elle est quand même assez marquante. Donc je pense que c'est ce qui m'a apporté le plus d'émotions et puis après bon, bah, tout le parcours est marqué d'émotions, mais voilà, cette première fois, Et est-ce que tu as eu l'occasion de voir, jouer, du violoncelle, Barbara? oui. Oui, 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 on a avec Barbara, je sais pas si c'est le fait que ça a été la 1re, le 1er cas, mais on a gardé le lien. On a toujours gardé le lien et effectivement, j'ai déjà vu Barbara jouer, lors de concerts, tout ça donc Ça doit être c'était émouvant super. aussi, hein? Parce que Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est toujours très émouvant de voir qu'on a été, une toute petite partie, mais de cette progression ou de cette aventure. J'en serais pas là si, tu m'avais pas fait de main. Ouais. Bon, on sait jamais, parce qu'on voit bien que Barbara, elle a quand même un volonté. une sacrée ouais, une sacrée volonté donc Qu'est-ce que le bénévolat, t'a apporté personnellement? Hormis ces moments d'émotion, de satisfaction d'aider la personne. je pense que peut-être des redites, mais c'est le fait d'être utile, quoi. Le fait d'être utile et de servir, je pense que c'est toutes les actions de bénévolat, je pense que c'est pas assez général, mais mais voilà, le fait de pouvoir aider quelqu'un gratuitement, de mettre au service, le sa passion, parce que c'est une passion, hein, je l'ai dit, je suis passionné par les nouvelles technologies et notamment par l'impression 3D, mais mettre finalement au service des autres, sa passion, son temps. Voilà, moi ça me plaît. Et le fait d'échanger avec d'autres makers, d'autres personnes qui partagent justement cette passion, ça doit être aussi, une satisfaction. Ça Ouais, ouais, ça aussi, c'est une satisfaction, hein. C'est, pouvoir échanger, créer des liens avec d'autres qui effectivement partagent, ou pas, mais en tout cas, c'est le cas, partagent les mêmes, à la fois les mêmes passions, mais les mêmes volontés de vouloir aider. Bah, ouais, ouais, c'est toujours, c'est bien ça. Latino, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un de passionné comme toi d'impression 3D, de passer le cap et devenir maker, pour Enable? Qui a tout à gagner, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de temps, enfin, je veux dire, ça permet de rendre utile, enfin, ouais, de faire devenir utile sa passion. Enfin, je veux dire vraiment, on imprime plein de choses pour chez soi et tout ça, mais finalement, ça reste du matériel, quoi. Là, on passe au-delà de simplement imprimer quelque chose, que ce soit joli ou utile, on arrive vraiment, vers l'humain, quoi. Donc il y a tout à gagner. Hem, ça prend pas énormément de temps. Je veux dire, imprimer tous les éléments d'une prothèse, c'est peut-être, j'ai plus en tête, mais c'est, une dizaine, une douzaine d'heures ouais, entre 12 et 15 heures peut-être, ça dépend de son imprimante. Mais voilà, une dizaine, une quinzaine d'heures d'impression, quelques heures de montage. Alors bien sûr, à côté de ça, donc il faut rencontrer les gens, se déplacer, mais voilà, donc je pense qu'il y a tout à gagner à devenir quand on fait de l'impression 3D,
qu'on aime le côté technique, voir que ce qu'on a imprimé est utile et sert. Voilà, je pense que il faut pas hésiter à passer le cap, quoi. Et puis comme, c'était abordé tout à l'heure, nous je rajoutais qu'il y a effectivement ces mécanismes-là, ces systèmes-là qui sont un peu plus complexes à imprimer et à fabriquer, qui sont les mains et les bras. Mais il y a la partie effectivement Enable 360 où, il y a il y a pas besoin d'être un grand expert, quoi. Il y a tout un catalogue de produits, d'aide à des handicaps, moteurs, et autres, qui sont des pièces relativement simples à imprimer et que voilà, en s'inscrivant par exemple sur le site, on regarde les demandes, si c'est plutôt proche de chez soi, c'est mieux parce que soit ça permet de rencontrer ou ça facilite les échanges avec la personne. Ouais, par exemple. Et donc, on imprime les pièces qui prennent, mais quand je dis quelques heures, à peine quelques heures pour certaines et puis voilà quoi. On fournit ces pièces-là, il y a pas grand chose à faire non plus là-dessus et donc voilà, ça permet de rendre utile, son outil de passion qu'on a chez soi quoi. Donc faut pas je pense qu'il faut pas hésiter. Merci, Latino. Alors Barbara, pour terminer l'entretien, alors je vais te poser la même question, mais avant cela, je voulais justement aborder, ta passion pour la musique. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce qu'il y a la possibilité de te voir jouer sur scène? Comment ça se passe? Alors en fait, l'association qu'on a créée, c'est pour, principalement faire passer le message que la musique est possible pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est notre message, principal. On fait des sensibilisations dans les écoles pour, dédramatiser le handicap, pour ouvrir l'esprit de nos petits jeunes, pour qu'au moment où ils arrivent au collège, ils soient conscients qu'il y a différents handicaps, pour, essayer d'éradiquer des moqueries. Bon alors il y a du travail, hein, mais en tout cas, c'est une première pierre qu'on porte à l'édifice. On a des contacts avec des centres de rééducation. Notamment pour être témoin de tout ça, montrer, mon témoignage permet à d'autres de dire: «Ah OK, c'est possible». Ensuite, on fait la passerelle, c'est-à-dire que quand on a des demandes, on essaie de voir notamment avec Enable si on peut pas créer des petits outils qui permettent à une personne, de faire de la musique. On a le cas, par exemple, d'une jeune femme qu'on accompagne dans l'adaptation de son instrument actuellement. Alors, on commence toujours par des premiers essais qu'on fait nous-mêmes, c'est-à-dire avec du scotch, du fil d'aluminium. On reprend le même schéma qu'on avait fait pour moi et une fois qu'on a trouvé ce qui peut aider cette personne, on passe à l'impression 3D pour commencer à fabriquer une première pièce pour voir si ça fonctionne vraiment bien et ensuite on passe par exemple, là, la jeune femme dont je parle est trompettiste et hem et en fait, elle ne peut plus utiliser son bras droit suite à un accident. Donc l'idée, ça a été, mais ça existe déjà, hein, c'est un support pour l'épaule sur lequel est fixée la trompette, mais en fait, à la trompette, il existe un petit crochet qui est souvent du côté droit. Donc ça, le papa de mon ami l'a dessoudé, on l'a mis de l'autre côté. Mais ça, c'est du travail qu'on a fait nous, hein, en atelier. L'idée, c'est qu'une fois qu'on aura trouvé le vrai bon support, comment ça fonctionne, on passera dans des ateliers pro pour que, sa trompette à elle ne soit pas abîmée, par exemple. Ça, c'est notre premier cas, mais notre association n'existe que depuis octobre 2024. Tu peux nous donner le nom de l'association justement? Et comment on peut te contacter aussi peut-être? Oui, alors l'association s'appelle Lucan, Rêvons musique ensemble. On propose des concerts aussi pour, récolter des fonds, justement pour accompagner ces personnes-là. Parce qu'en fait, avoir une association, on le sait tous, ça coûte des sous. Pour se déplacer, pour faire nos sensibilisations, pour adapter un instrument, par exemple. Hem et donc on peut nous contacter par mail, mais je peux vous transmettre le flyer tout à l'heure. Hem et Tu qu'est-ce as que des futurs concerts, de des futurs événements? alors on a aussi on a tout plein de musiciens qui sont prêts à jouer pour nous. Donc là, prochainement, le 29 mars, on a un concert à Triel. Je ne jouerai pas personnellement. C'est un ami qui souffre d'agénésie aussi, qui est un patient de mon prothésiste, qui nous offre un concert pour, aider l'association. Donc on a toute une liste de musiciens qui sont prêts à jouer pour nous. Pour ma part, je fais pas beaucoup de concerts parce que ça fait que 5 ans que je joue du violoncelle.
Donc je joue de temps en temps, mais j'espère vraiment, j'ai l'ambition de faire un jour un vrai concert, pour, vraiment illustrer, tout ce petit parcours. Et tes interventions, tu les fais essentiellement dans la région parisienne ou tu peux t'amener à les faire en province et voire même, beaucoup plus loin? Eh bien, justement, je reviens d'un séjour en Alsace où on a fait un concert avec, 2 associations de chorale inclusive. Alors, je suis originaire d'Alsace, donc ceci explique cela. Oui, un petit, pied-à-terre là-bas, ouais. C'est ça. Donc j'ai des petits contacts, un peu à gauche, à droite et justement, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas faire un concert ensemble pour montrer que la musique est possible pour tous et n'importe où?» Et donc on a fait un super concert en Alsace, samedi dernier, le Ah ouais, 28. donc c'est tout frais. Voilà et on espère, en faire plein d'autres un peu partout. OK, bon, bah, écoute, j'en prends bien note. Du côté du Havre, on verra si on peut vous faire, déplacer jusqu'ici. C'est pas très loin, hein, Le Havre-Paris. Non, c'est pas si loin, c'est pas si loin. Donc du coup, la ton association Enable, on sont assez proches en fait, et c'est assez lié en fait, au final? Ben, il y a cette passerelle qui fait que étant passée par ce chemin-là, pour moi, c'est évident de contacter Enable en premier quand j'ai besoin d'une pièce pour quelque chose. Par exemple, là, il se trouve que le support pour, accrocher la trompette aux épaules existe déjà dans le monde de la musique, mais par exemple, il va y avoir besoin d'un autre support pour maintenir la trompette et nous, notre premier réflexe, par expérience, ça va être Enable. En tout cas, bah, merci d'avoir, accepté de répondre à nos questions, parce que tu es la première bénéficiaire à accepter cela. Et donc vraiment pour clôturer cet entretien, qu'est-ce que oui, bon, tu l'as déjà assez bien dit, hein, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne atteinte d'agénésie de franchir le cap et de contacter l'association Enable pour de l'aide et faciliter un peu la vie au quotidien et se préserver de ce que toi tu as pu, qui peut, enfin éviter ce genre de problématique au fil du temps avec un handicap supplémentaire. Bah, c'est vraiment la prévention et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des associations comme Enable qui nous permettent de nous aider à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment de l'aide et donc préserver et ce qu'on ne sait pas forcément, surtout quand on est jeune, c'est que notre corps a besoin d'être équilibré. On parlait tout à l'heure du vélo. Le fait de faire du j'en faisais quand j'étais petite, mais j'étais complètement tordue. Mais j'arrivais à faire du vélo, j'avais pas mal au dos, c'était absolument pas un problème. Je me rends compte aujourd'hui que ma façon de faire du vélo quand j'étais petite a forcément contribué à mes douleurs du dos. Heu et donc Quand on est jeune, on n'y souvent pense à pas. Ouais, ouais. souvent pour les enfants, ça va être les parents qui vont être, décideurs. Mais je pense que les parents doivent pousser leurs enfants parce que c'est vraiment un bien-être. Et même psychologique parce qu'on se retrouve avec, un peu comme tout le monde finalement, avec ses 2 bras et aujourd'hui on est merci les JO pour ça, en 2024, que ça a quand même ouvert les esprits à la différence et le fait de voir quelqu'un aujourd'hui avec une prothèse ne fait plus peur. Au contraire même, je dirais qu'il y a une espèce d'exhibition maintenant et que j'ai pu remarquer d'ailleurs aux paralympiques. J'étais volontaire aux paralympiques et c'était génial parce qu'en fait, on était plein de monde avec nos prothèses, puis on faisait presque de l'échange d'informations: «Ah bah ouais, elle est comme ça» et c'était c'était sympa et je trouve qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à véhiculer ça et pour les enfants, ça peut que leur apporter du bien et si, ma foi, il y a une journée où ils ont pas envie de la porter,
il décroche le bout de scotch et on l'enlève et il y a pas de problème. Oui et puis il y a pas de d'impact, financier, avec, donc voilà, il y a pas à culpabiliser: «Ouais, j'ai fait dépenser ça, je suis obligé de le porter, quoi». Bah, non. C'est ça et c'est quand même un des facteurs très importants. Je me souviens la première fois que j'ai vu mon prothésiste, donc pour la main médicale, je m'étais pas du tout renseignée sur les tarifs et tout ça et je me suis dit: «Mais mon Dieu, combien ça va me coûter?» et alors d'une, j'ai pas les moyens et de 2, si je ne la porte pas, j'aurais dépensé tout ça pour le laisser sur un placard, c'est pas la peine. Alors qu'avec Inable, on a un peu moins de scrupules. Oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai toujours ce discours-là auprès des bénéficiaires, enfin des gens à qui je livre, des personnes à qui je livre les prothèses. Je leur dis, «Voilà, nous on fait ça pour vous aider, pour que vous vous sentiez mieux ou peut-être même physiquement pour vous aider. Mmh. Mais il ne faut pas se sentir, contraint à porter ce type, de prothèse, d'appareillage tout le temps. Enfin, c'est pas parce qu'on l'a fait pour vous qu'il faut se sentir obligé. Il faut que la personne, l'utilise quand elle en a besoin, que faut pas se sentir forcé. Voilà et c'est vrai qu'avec quelque chose qui a été gratuit pour le bénéficiaire, mais même en coût de revient simplement à quelques dizaines d'euros, ah oui, effectivement, on a beaucoup moins de scrupules, beaucoup moins de scrupules. Et je dirais même, plus l'enfant est petit et accueille la prothèse, plus ça va être facile pour lui. Parce qu'en fait, il va intégrer des gestes naturellement et pour lui, ce sera beaucoup plus facile que de se dire un jour à 40 ans: «Tiens, si je prenais une prothèse?» Ah, ce que j'imagine au début, c'est un corps étranger et puis qu'au fil du temps, on le ressent plus ça. Mmh. Oui, alors pour moi, c'était fun au départ parce qu'effectivement, c'était pas lourd, c'était pas encombrant et ce qui était le plus difficile, c'était finalement mon image. Heu, l'image corporelle en fait ou le tu te souviens quand on a joué au badminton, le fait d'avoir une raquette au bout, j'avais pas mon schéma corporel en fait et plus l'enfant va être jeune pour l'intégrer, plus ça va être facile pour lui, même pour faire des tâches à l'école tout simplement, ne serait-ce que de se tenir droit. Alors merci Latino, merci Barbara, merci pour cette rencontre. Donc voilà, Latino continue à travailler pour les bénéficiaires et puis Barbara va peut-être, Ce n'est pas un travail, oui, ouais, voilà, un plaisir. j'imagine. Ouais, on l'a bien senti et Barbara, bah, écoute, on va faire en sorte que tu viennes avec toute ton équipe, faire de la musique, en Normandie. Et ben, avec plaisir, d'autant plus que ma coprésidente est rouennaise donc Ah! Bon, bah, écoute, ça va faciliter les choses. Merci beaucoup et puis, bah, bonne fin de journée et à très vite, certainement pour d'autres aventures. OK, merci beaucoup, bonne journée. à Au bientôt. revoir. Au revoir.